Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé Collective et Verbatim sur le sujet de la santé mentale, la prévention de la santé mentale au sens large en entreprise, comme je le disais dans le message d'introduction, et avec l'idée quand même de faire le lien également avec la prévention des RPS dans l'entreprise. La santé mentale, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais en tout cas dans l'entreprise dont on parle de plus en plus de façon globale. Et les RPS, ce n'est pas un sujet nouveau non plus, mais par contre, qu'à appréhender avec un cadre réglementaire depuis maintenant, il y a un historique sur la prévention des RPS dans l'entreprise. Donc, l'idée de ce matin, de cette matinée, c'est de voir un peu comment les deux s'articulent et comment parler autrement et parler surtout parler de la santé mentale peut permettre de faire avancer les pratiques en termes de prévention des RPS au sens strict, on va dire, parce qu'on peut convenir que le cadre légal existe, etc. Il y a plein de choses. Maintenant, dans la pratique, il y a des difficultés à mettre en œuvre, il y a des... voilà, on peut avancer, on peut sérieusement améliorer la prévention en matière de RPS. Donc l'un, on peut enrichir l'autre, et c'est l'idée de cette matinée. Donc merci à AXA Santé Collective, représentée ici par Sophie Mandelbaum. Sophie, tu es en charge des partenariats pour AXA Santé Collective, et donc Verbatim, représentée ici par sa fondatrice, Géraldine Mandelfeld. Bon, donc merci à toi, Géraldine, d'apporter ton approche de la prévention avec Verbatim. Verbatim étant, tu l'expliqueras mieux que moi, mais faisant partie très lié à AXA, même faisant partie d'AXA. Merci également à nos deux représentantes syndicales élues qui vont étayer un peu cette matinée. Donc Anne-Michel Chartier, toi tu es médecin du travail et tu représentes le syndicat CFE-CGC des médecins du travail, et tu portes la question de la santé au travail au niveau de la Confédération. Donc merci à toi. Et alors Emmanuel Lavignac, qu'on va récupérer, mais qui il y a quelques difficultés de réseau avec de trafic, de circulation. Donc on va s'employer à récupérer Emmanuel Lavignac, qui représente l'UGIT CGT, les cadres, les secrétaires nationaux à l'UGIT CGT. Donc Emmanuel va nous rejoindre. Merci à vous dans la salle. Merci de votre participation. Vous êtes nombreux. Alors Emmanuel, tu arrives. Yes. Oui. Alors, en mode téléphone. Ça va être sur mon portable perso, puisqu'il y a un problème de connexion. Et je vous entends. Okay. On t'entend. À défaut d'être super stable au niveau truc, tu vas stabiliser ton téléphone, on va y arriver. Mais on t'entend et c'est parfait. Voilà. Écoutez, dans la salle, vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à interagir parce que le sujet est riche. On va pas l'épuiser ce matin, ça c'est clair. Mais en tout cas, je pense que l'idée, c'est d'ouvrir des réflexions, ouvrir les chakras sur le sujet, et il y a plein de thèmes à aborder. Donc, écoutez, je pense que la matinée va être riche. Et donc, merci à vous de contribuer à l'enrichir dans la salle. On fera au maximum pour rebondir sur ce que vous êtes susceptible d'apporter en écho. Pour pas être plus long, Sophie, je vais te passer la parole pour, tu es la mieux placée pour expliquer pourquoi AXA Santé Collective porte ce sujet ce matin. À toi. Merci Rodolphe, bonjour à tout le monde. Je ne serai pas longue, juste pour vous dire que sur ce sujet, comme sur les autres sujets d'innovation en matière de prévention santé au travail, nous avons le souci de vous impliquer dans la réflexion, que ce soit dans l'élaboration des services pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins des salariés, que ce soit ensuite dans leur façon dont nous les faisons vivre. C'est extrêmement important puisque vous, représentants des salariés, vous êtes à minima influenceurs dans ces domaines-là, influenceurs des usages, influenceurs des choix qui sont faits, parfois même co-décideurs, puisque c'est un sujet cœur dans le dialogue social et c'est là où les salariés vous attendent. Concernant la santé mentale, on a pu remarquer un point très important, c'est que c'est un sujet sur lequel les salariés parfois et encore trop souvent vont hésiter à utiliser des services qui sont mis à leur disposition.
notamment parce qu'ils culpabilisent en se disant « Oh oui, mais je vais pas trop bien dans ma vie privée, peut-être que si je suis pas bien au travail, c'est de ma faute ». Et ils vont pas forcément savoir identifier ce que sont des risques psychosociaux. Et finalement, ce qu'on a voulu porter avec vous comme sujet aujourd'hui et partager avec vous, c'est que quelle que soit la cause, qu'elle soit d'origine personnelle ou professionnelle, en général, les effets vont être des deux côtés. L'autre point, c'est qu'on peut faire toutes les actions de prévention sur les RPS possibles au niveau de l'organisation du travail, organisation de la charge de travail, adaptation du management aux besoins d'expression des salariés, etc. Il est quand même toujours intéressant que les salariés aient eux-mêmes une formation sur comment se construit l'équilibre dans la santé mentale et comment aussi il va être affecté par les événements de la vie et selon la situation, eh bien, vers qui se tourner, comment mettre en place des actions pour ne pas rester trop longtemps en situation de déséquilibre et pas que ça s'aggrave. Sur ce sujet-là, la spécialiste, ça sera surtout Géraldine, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. En tout cas, nous avons besoin de vous entendre sur ce sujet-là, de partager avec vous nos expériences et d'entendre les vôtres. Donc, merci Rodolphe d'avoir organisé ce webinaire. Alors moi, je me permets de te relancer parce que ce matin dans la salle, vous êtes, bon, bien sûr, il y a des représentants de direction qui sont présents parce que les directions sont bien sûr partie prenante dans l'histoire, mais vous êtes principalement des élus, des représentants du personnel dans la salle. Et donc, je fais référence au dernier baromètre Secafi qui a été publié au début de cet été, qui montrait quand même que la moitié des représentants du personnel montraient qu'ils étaient confrontés eux-mêmes à la santé mentale, enfin une dégradation de leur santé mentale et une forme d'épuisement et voilà. Et donc comment toi en tant que en charge des relations avec des partenaires partenariales d'Axe Santé Collective, en contact avec les élus, en quoi il y a quand même les élus, ils sont en première ligne par rapport au sujet et comment donc ils appréhendent le sujet, mais comment eux-mêmes doivent être en capacité de se protéger. Alors, effectivement, une chose qui m'a frappée dans le baromètre Secafi, la dernière version, c'était l'augmentation du nombre de salariés, du pourcentage de représentants des salariés qui se sentent isolés. Et ça, je crois que c'est passé de 34 à 54% en 10 ans, et ça, c'est énorme. Surtout que sur la santé mentale, en fait, dans toutes les relations d'aide, on n'est pas, il y a de la supervision qui doit être prévue, des formations pour se protéger. Les représentants des salariés, ils n'ont pas ça. Ils sont envoyés ils prennent en charge l'ensemble de leur mission, que ce soit en CSE, que ce soit en CSST, que ce soit dans des mandats extérieurs à l'entreprise, avec des formations sur le fond, avec quelques formations sur la posture, mais pas tant que ça sur leur propre équilibre. Et comme ce sont, on en avait parlé, Rodolphe, en préparant l'émission, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir le sentiment d'une grande responsabilité à aider les autres, et c'est souvent le cas, eh bien, ils sont très exposés à subir par contre-coup sur leur propre santé mentale, la fragilité des salariés qu'ils accueillent. Et tu me renvoyais à mon rôle de chargée relations extérieures. Une de mes collègues organise également des rencontres avec les DRH sur les actions de prévention. Et elle me disait que récemment, dans un échange de ce type, sur la prévention santé mentale des salariés, des DRH, nombreux avaient exprimé la difficulté qu'ils rencontrent dans le cadre du dialogue social avec des partenaires sociaux, avec des représentants du personnel qui sont eux-mêmes épuisés en fait. Alors avec les contextes de plans sociaux, avec évidemment des difficultés. Je crois que c'est 63% qui utilisent leur temps personnel pour répondre aux attentes des salariés. Voilà, donc autant de facteurs de déséquilibre. Donc voilà, dans mon rôle, puisque tu m'interpellais là-dessus, lorsque je les rencontre, effectivement, j'ai pu constater cet isolement. On le voit aussi dans les conflits qui peuvent exister au sein des organisations syndicales, puisque plus isolés, moins reliés, peut-être aussi un des inconvénients du travail à distance, eh bien, ils ont moins le soutien, la chaleur humaine et les ressources pour rééquilibrer la difficulté de leur mandat. Parfait, merci Sophie. Alors,
Alors, j'ai répondu à l'écrit à Rachida là, qui proposait la question dans le chat de dire de prendre la parole. Truc, c'est pas, je me permets de répondre à l'oral très brièvement. C'est pas le format. Enfin, le format, vous allez voir, les témoignages vont être riches de nos intervenantes. Et donc, la priorité, c'est pas priorité. C'est voilà. On n'a pas la possibilité de me faire monter sur scène. Et donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. Au maximum, on les prendra en compte. Enfin, on les appréhendera. Et donc, c'est l'idée c'est le format. Hein. Donc, je sais très bien que sur un sujet comme ça, il y a beaucoup de choses que vous seriez susceptibles de dire, de vouloir verbaliser. Ça, j'en suis certain. Et j'en doute pas de l'intérêt que ça aurait, mais c'est pas le format. Donc, voilà. Je préfère le dire comme ça à l'oral. À toi, Géraldine. Donc, toi, tu es la fondatrice de Verbatim. Donc, vous êtes vraiment spécialisée sur la prévention en santé. Et peut-être de façon globale, présenter un peu l'approche de Verbatim, comment toi tu appréhendes avec tes équipes le sujet de la santé en entreprise. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en bonne santé mentale et physique. Alors, Verbatim, on est un acteur spécialisé sur la prévention santé dans l'entreprise. Donc, on met en place des programmes de prévention, que ce soit sur la santé physique ou mentale. Et je reviendrai souvent sur ces deux jambes qu'on a tous et auxquelles il faut penser. Et il faut penser, il y a des liens, bien sûr, entre le physique et le mental. On s'est lancé il y a 3 ans de ça, en plein pendant le Covid. Donc, ça veut dire qu'on est né alors, dans une période difficile que vous connaissez bien, mais avec directement les nouvelles problématiques des salariés, les nouveaux enjeux des employeurs aussi. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes et on mobilise énormément d'experts spécialistes, beaucoup de médecins pour intervenir dans les entreprises. Et on est une filiale d'AXA, mais on garde à la fois toute notre indépendance et notre agilité pour mettre en place des beaux programmes. Alors peut-être quelques éléments pour commencer de définition sur la santé mentale. Je pense que vous êtes tous très intéressés et sensibles au sujet, mais je trouvais que c'était intéressant de revenir sur quelques définitions et quelques statistiques. Alors, premièrement, on n'a pas de santé sans santé mentale. Ça vaut le coup de le redire. La santé, l'OMS dit que la santé, c'est un état complet de bien-être, que ce soit physique, mental et social. Et ces 3 dimensions sont très importantes. Maintenant, on va parler, je pense, tout au long des échanges, de moi, ce que j'appelle de visible et d'invisible. Et quand on parle de santé physique, que ce soit des pathologies en partant d'un rhume jusqu'à un cancer, on imagine bien, on se représente assez bien ce que ça peut être. En revanche, quand on parle de santé mentale, il y a énormément de tabous, d'incompréhension pour appréhender ces troubles qui peuvent être jusqu'à des pathologies. Alors, on a une chance sur ce sujet, c'est qu'en 2025, ça ne vous aura pas échappé, la santé mentale devient une grande cause nationale. Ce sera la première fois en France. Alors, ça sert à quoi une grande cause nationale ? Ça ne va pas résoudre tous les sujets, notamment dans le système de soins, mais ça permet de rendre visible, rendre plus visible ce qui, encore une fois, est très invisible. Et pour vous faire un parallèle, le cancer a par exemple été 4 fois dans l'histoire grande cause nationale. Et aujourd'hui, on sort du mois d'Octobre Rose, on est maintenant dans Movember. Vous voyez que ça a permis, dans le cadre du cancer, de mettre sur la table, et notamment dans les entreprises, un sujet pour rendre visible ces troubles. Quelques statistiques. En France et à l'international, et je ferai parfois des rebonds, c'est à peu près 20%, entre 20 et 25% des personnes qui souffrent de troubles. On reviendra sur quels sont ces types de troubles. Et je vous ai mis quelques statistiques en bas pour illustrer le spectre des troubles, des signes qui peuvent participer à la santé mentale. Premièrement, le sommeil. Un des premiers indicateurs peut être les troubles du sommeil. Et il y a 69% des Français qui, dans une étude Coviprev, citent avoir eu au cours de la dernière semaine des troubles du sommeil.
État anxieux, donc là on va rentrer dans du plus pathologique, il y a à peu près 25% qui déclaraient montrer des signes anxieux. Et pensée suicidaire, je suis obligée d'aller jusque-là, il y a 10% des Français dans cette étude, qui est une étude publique et nationale, qui ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. On parle des adultes, puisque si on parlait des mineurs et des adolescents, les chiffres seraient encore différents et malheureusement d'une ampleur assez phénoménale. Donc voilà, ça peut aller, la santé mentale peut aller de troubles du sommeil jusqu'au suicide. Alors on reviendra sur beaucoup de notions, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut avoir des troubles et être en bonne santé. Et la santé mentale, c'est pas que du négatif, c'est du positif et du négatif, on y reviendra. Maintenant, on a peut-être 2 challenges sur ce sujet, que ce soit dans l'entreprise ou en ville, dans notre vie personnelle. Et ce que nous, on porte comme message, c'est qu'on a un challenge d'incompréhension de ces troubles, de mauvaise détection. Et donc, qui dit mauvaise détection dit mauvais suivi, et de tabou. Alors, là, on vous a mis là quelques éléments, je ne vais pas tous les commenter, sur les différents facteurs qui peuvent influencer notre bonne santé mentale. Ça peut être des facteurs de risque comme des facteurs de protection. Et vous voyez, ils sont nombreux. Alors, il y a le travail, qui est la qualité de vie et les conditions de travail, et on y reviendra parce qu'on fera des focus sur le monde du travail. Mais ça peut être aussi des facteurs biologiques. On peut avoir certains facteurs génétiques, des prédispositions pour avoir certains troubles. On peut avoir des événements de vie, et ça c'est très important de voir que notre santé mentale, elle peut fluctuer pendant le cours de notre vie. Ça peut être des événements extérieurs, comme des éléments de personnalité. On a certaines personnes qui sont plus ou moins stressées, plus ou moins anxieuses. Et puis, dans quelle situation économique on se situe. Et là, si j'extrapole un tout petit peu, le contexte depuis le Covid qu'on qualifie de polycrise, de crise, on a tous vécu, et vous en première ligne d'ailleurs, une crise sanitaire qui s'est complétée par une crise économique, une crise écologique, etc. Le climat et la situation socio-économique fragilisent énormément les personnes, les salariés, mais les Français en général. Voilà, peut-être dernier point de contexte, dans l'environnement, c'est aussi, on a des nouvelles modalités de travail, et je pense que les autres intervenants y reviendront, qui montrent que le monde du travail évolue. On a de l'IA qui arrive, on a du télétravail qui, lui, n'arrive pas, mais s'amplifie, du coup, qui amène de l'isolement. Et donc, tout ça, ces facteurs-là peuvent influencer négativement la santé mentale des Français et des salariés en particulier. Je vois que Rodolphe, tu avais passé l'autre slide, et donc je vais le commenter rapidement. La santé mentale, encore une fois, je vous ai parlé de différentes statistiques qui partent du sommeil jusqu'à de la pathologie très lourde. Là, juste pour vous illustrer qu'on a différents types de troubles qui peuvent être du plus léger au plus pathologique. Ça peut être des troubles passagers, donc on peut avoir quelques problèmes de sommeil, d'humeur qui peuvent être passagers. Et on peut avoir ce qu'on appelle une détresse psychologique réactionnelle. Pourquoi réactionnelle? Ça veut dire que je vais réagir à un événement notamment extérieur. J'ai une situation, alors soit un licenciement, une perte d'emploi, un deuil, un divorce. Donc, vous voyez que ça peut être des événements externes de différents types, qu'ils soient personnels ou professionnels, un coup dur de la vie. Et là, je vais avoir une situation de détresse psychologique qu'il va falloir accompagner avec des professionnels, mais qui vont être passagers. Et du coup, je vais aller vers de la guérison une fois que cette situation-là sera revenue, entre guillemets, dans une situation plus stable. Et puis enfin, dans le plus rouge de cette gradation-là, on a
de la souffrance psychologique liée à de la pathologie psychiatrique. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le champ des maladies chroniques. Et donc, on a des syndromes plus importants, des troubles anxieux dépressifs, des dépressions, qui peuvent aller jusque de la bipolarité, de la schizophrénie. Ce n'est pas forcément l'objet de la discussion qu'on aura aujourd'hui. On est donc dans la maladie, dans un équivalent, ça peut être un cancer hein, sur de la santé physique. Donc, bien sûr, là, il y a des traitements lourds, il y aura des arrêts de travail potentiellement. Le message, c'est que des personnes qui sont en souffrance et qui ont des troubles psychiatriques peuvent aller bien, peuvent avoir une condition qui est bien gérée et travaillée. Et en revanche, il faut avoir dans l'entreprise une notion d'inclusivité pour pouvoir aussi reconnaître ces personnes-là, potentiellement adapter le monde du travail à leurs conditions. Je vais faire une petite pause ici. Maintenant, l'entreprise. Un petit focus sur le monde de l'entreprise. Il y a une très bonne étude, et on vous passera la source, sur la santé mentale en entreprise, qui a été faite conjointement entre l'OMS et l'OIT, qui repose un cadre donc, international sur les bonnes pratiques et les différents dispositifs qu'il faut pouvoir mettre en place pour gérer la santé mentale en entreprise. C'est bien sûr, là on vous l'a simplifié à l'extrême, c'est bien sûr de multiples dispositifs hein, qui peuvent amener à gérer in fine le risque lié à la santé mentale. Et le premier, la réelle prévention dans le monde du travail, ça va être d'agir sur les fameux facteurs de risque psychosociaux. Et à l'intérieur de ça, il y a des choses que vous connaissez très bien, qui sont la charge de travail, les conditions de travail, les relations au travail dans une équipe, dans l'entreprise en général, les perspectives d'évolution, les perspectives de salaire, etc. Donc ça va être dans l'entreprise, bien sûr, les principaux facteurs de risque qu'il faut gérer et que l'entreprise a une obligation de gérer. Et deuxièmement, le meilleur moyen ensuite, et nous on prône vraiment ça chez Verbatim, il faut sensibiliser et former tout le monde, de manière différente peut-être, mais il faut sensibiliser tout le monde au risque de santé mentale en amenant du pro et du perso et équiper les managers, tous les collaborateurs et puis vous, ce que j'appelle les premières lignes, vous en tant que représentant des salariés, mais il y a aussi les ressources humaines, il peut y avoir la médecine du travail, qui vont voir les collaborateurs en souffrance. Donc, il y a des actions de sensibilisation et formation qui sont absolument recommandées et indiquées par l'OMS et l'OIT. On y reviendra. Et puis, dernier point, il y a accompagner ces personnes en souffrance qui vont peut-être sortir un moment de l'entreprise, qui vont peut-être être arrêtées plus ou moins longtemps. Il faut accompagner la fragilité et l'accompagner aussi dans le travail avec de l'adaptation, de l'aide au retour à l'emploi et du soutien des fragilités. Merci. Ouais. Moi, je me permets simplement un petit rebond là, par rapport à ce que je vois dans le chat. Le sujet est super vaste. Hein. Là, on parle, c'est Maud qui parle de harcèlement et parlait de justement quand Géraldine, tu parlais des relais que peuvent être les RH, les représentants des salariés, les préventeurs, la CARSAT. Là, il y a des conseils sur l'externe, l'accompagnement que peut faire être dispensé par la CARSAT. Et également, Maud parlait des affaires de harcèlement. C'est un sujet en soi qu'on a déjà traité dans des directs de Miroir Social. Mais les référents harcèlement sont également en premier contact avec des personnes qui sont en situation avec une santé mentale qui est exposée, quoi, clairement. Donc, mais le sujet du harcèlement en soi, harcèlement moral ou harcèlement sexuel, on a déjà traité. Et c'est bon, voilà, il y a des liens, bien entendu, mais on va pas pouvoir traiter du sujet du harcèlement spécifiquement. Mais en tout cas, ils font partie, les référents font harcèlement. Je me permettais cette petite incise, Géraldine, je te laisse percer. Oui, parfait. Et désolée parce que je n'arrivais pas à lire en même temps toutes les nombreux échanges. Alors, et donc, je confirme qu'effectivement, ce dispositif, le champ de la santé mentale en entreprise, est effectivement très, très vaste. Là, on vous l'a simplifié.
mais je trouve que c'est bien de reprendre un peu en synthèse le fait qu'il faut prévenir le plus en amont les facteurs de risque, aller sensibiliser les différentes populations de différentes manières, ce que j'appelle les premières lignes qui ont été très éprouvées pendant le Covid notamment, c'est les managers. Les deuxièmes lignes, encore une fois, que j'ai cité, et vous faites partie de ce que j'appelle moi cette deuxième ligne, mais aussi équiper tous les collaborateurs. Et avec Rodolphe, on voulait vous montrer donc, un exemple de programme que l'on a développé chez Verbatim. On va vous lancer une petite vidéo, peut-être en mode intro. Je la lance. Alors on la lance et puis je ferai un petit peu. Attends, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Pardon. Vas-y. Donc du coup, en intro, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a designé un programme de sensibilisation de tous les collaborateurs pour arriver à, encore une fois, équiper tout le monde, et vous en particulier d'ailleurs, à détecter les signes pour soi, pour les autres, et à prendre les ressources, à aller chercher ses propres ressources dans un cadre, bien sûr, global de dispositifs de prévention des RPS et de la santé mentale. Mais on va voir la petite vidéo et puis je lance. J'ai pas le son, moi. Merci Rodolphe. Donc, quelques clés de décryptage. Donc, en fait, on a cherché à utiliser le digital pour faire une formation que vous voyez qui est ludique et apprenante sur plusieurs dimensions. Un, c'est apprendre vraiment ce qu'est la santé mentale de manière très simple et ludique, et apprendre à différencier, vous l'avez vu dans les univers, stress, anxiété, c'est pas la même chose, dépression, burn-out, encore une fois, c'est pas la même chose, il y a une gradation. Quels sont les signes qui doivent nous alerter pour les autres aussi, et à quel moment je dois lever la main et aller vers un professionnel. Il y a des professionnels dans l'entreprise, vous faites partie d'une première ou deuxième ligne, mais il y a une médecine du travail, il y a un assistant social en général dans le cadre de l'entreprise. Et puis, quelles sont les ressources aussi en ville? Il y a un médecin traitant, on explique la différence entre un psychologue et un psychiatre, combien ça coûte, combien on est remboursé. Et on a cherché à mélanger les formats pour essayer, ce sont des sujets difficiles. Donc, on a la notion du voyage, et donc on va d'île en île. On utilise différents médias. Avec aussi, vous l'avez peut-être vu à un moment, on insère des témoignages, parce qu'il y a de la théorie et il y a de la pratique. Et en fait, dans le témoignage, donc, ce sont des vraies personnes qui témoignent de comment elles ont été, comment elles n'ont pas vu les signes, comment elles sont tombées dans une dépression ou un burn-out, et comment elles s'en sont sorties. On apporte toujours du positif et des solutions très concrètes. Et on le customise pour des entreprises. On va jusque mettre ce qu'on appelle une trousse de secours. Une trousse de secours, c'est quoi? Digital, bien sûr. On rappelle, bien sûr, les numéros utiles
en ville, mais surtout les dispositifs et les référents dans l'entreprise qu'on ne connaît pas en général, ou qu'on a peur, pas envie de solliciter. Voilà, c'est un des exemples de choses qu'on peut faire. On trouvait important de vous montrer l'ambiance de ce type de programme, et on pense qu'il faudrait que ce soit déployé au plus grand nombre, à vous en particulier, mais que l'entreprise soit convaincue de former tous les collaborateurs, encore une fois, sur ce risque qui est en train d'exploser. Et moi, j'aime bien faire le parallèle, et ce sera ma conclusion, sur dans les entreprises, quand on est dans un monde industriel notamment, la prévention de l'accident et de l'accident mortel, ça fait 10, 20 ans que les entreprises se sont saisies du sujet, avec parfois encore des gros progrès à faire, mais il y a une conscience de ce risque. Idem sur le risque cyber, on sait que c'est un des risques les plus importants pour l'entreprise. Maintenant, le RPS et plus globalement la santé mentale, il y a eu des choses qui sont obligatoires qui ont été faites, mais pour moi, on a 20 ans devant nous pour arriver à maîtriser et déstigmatiser ce sujet-là. Je vais m'arrêter là. Parfait, merci à toi. Alors moi, j'ai un petit rebond, enfin au moins un. Déjà, le premier, c'est là, ok, vous formez l'ensemble des salariés. Vous allez présenter, comme tu le disais, enfin une approche globale, holistique de la santé mentale, un peu la gradation, etc. Un salarié qui va suivre cette formation, est-ce qu'il ne pas, enfin, qu'est-ce qui va garantir qu'il n'ait pas de mauvais conseils? Enfin, après, comment la question est posée, mais la question, il y a plein de nuances, et donc, et comment on borde les choses, et à quel moment il faut orienter, il y a nécessité d'orienter vers le médecin du travail, CARSAT, à l'extérieur ou à l'intérieur, la médecine du travail interne ou à leur externe, vers un référent harcèlement. Enfin, on peut pas. Est-ce que dans le chat, il est question il y a effectivement des formations maintenant de sauveteurs secouristes en santé mentale, des formations qui viennent de Nouvelle-Zélande, si je me trompe pas, du monde anglo-saxon. Tout le monde. Est-ce qu'on peut ouvrir, enfin parler, mais quid des risques, voilà, potentiels, et comment on borde les choses? Oui, alors c'est pour ça que. Alors, merci pour la question. Nous, on a designé ce programme, il fait 1 heure. Il mélange du médical, on a fait tout contenu avec une médecin psychiatre qui témoigne, et on utilise le digital, on peut le faire aussi en version physique, enfin présentielle, mais on prend 1 heure pour vraiment décrypter de quoi on parle, avec des petits exercices ludiques à chaque fois. Et justement, on s'attache à donner des clés de lecture pour comprendre à quel moment on doit être alerté et vers qui on va aller. Et ça, c'est très important de détecter les signes. Encore une fois, pour soi ou pour les autres, on a beaucoup de gens qui nous ont dit « je suis manager, j'ai rien vu venir » ou alors « je vois des choses, mais je ne sais pas comment faire et je ne sais pas si je dois agir ou qu'est-ce que je dois faire très concrètement ». Et donc, on s'attache bien sûr à redire voilà les clés de lecture sur les signes et dans quel moment on passe à un état plus pathologique, à quel moment il faut aller voir quelqu'un. On déconstruit les tabous. Et ce résumé, moi, j'aime beaucoup la trousse de secours, parce que dans la trousse de secours, à la fin, on résume tous les numéros utiles et les personnes qu'il faut aller, vers qui il faut se tourner, vers qui il faut orienter. Ok, entendu. Et sur le sujet, comment tu vois l'articulation entre la santé mentale, donc qui ne cherche pas, parce que quand il y a des situations d'urgence où il y a matière à intervenir, on va pas faire la dissociation entre le fait que ça soit pro ou extra ou lié à la vie personnelle. Il faut agir, et c'est aussi une responsabilité qui maintenant est qui incombe aussi au management de proximité. S'il y a un salarié en fragilité, quelle que soit la fragilité ou l'exposition à un risque de dégradation, il doit ou elle doit essayer de faire quelque chose. Et l'approche stricto sensu RPS, comment tu vois l'articulation ou pas? Enfin, comment tu la vois? Oui, alors nous, on a vraiment cherché, on a un assez bon écho là-dessus, à aller sur le spectre de la santé mentale en général, qui inclut bien sûr
les risques psychosociaux, mais qui va au-delà des risques psychosociaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis manager et dans les entreprises, encore une fois, ces managers, on leur demande un peu de tout faire. J'ai 2 personnes dans mon équipe qui ont la même charge de travail et les mêmes conditions de travail, on va dire. Or, il y en a une qui, alors, personnellement, a des difficultés dans sa vie personnelle. Je n'ai pas besoin de les connaître. En revanche, elle a beaucoup plus de mal à absorber sa charge de travail, à raisonner et à réagir. Et il y a des moments où ça peut aller bien, moins bien. La difficulté d'un manager, c'est qu'il faut maintenant comment je peux bien maîtriser les conditions de travail et la charge si je ne suis pas un minimum sensibilisée à reconnaître les signes d'une difficulté personnelle. Et cette personne, il y a 1 an, ça pouvait aller très bien. Maintenant, ça va un peu moins bien. Donc, ça devient très compliqué. Les situations sont très floutées. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est un tout en tant que personne. Si on a des soucis au boulot, eh ben, on ne les laisse pas à la porte de l'entreprise quand on rentre chez soi. Et inversement, malheureusement, si on a des soucis à la maison, eh ben, on les emmène avec nous. Donc, en fait, on est obligé d'utiliser, d'englober les deux et d'avoir vraiment conscience du pro et du perso. Parfait. Merci Géraldine. Alors, je vais passer, merci à toi. Tu peux rebondir quand tu le sens, réagir par rapport à ce que tu vois maintenant dans le chat. Et je passe la parole à Sophie. Alors, Sophie, quand même, vous proposez, vous avez une approche par les data liée et à la différence d'autres. Vous avez une approche par les data sur votre portefeuille client. Clairement, c'est pas de l'enquête, c'est de la data, on va dire. Et là, ça s'appelle le Datascope, hein, si je ne me trompe pas. Et en quoi ça permet de vraiment appréhender, là, par contre, les dimensions travail liées à c'est parce que je résume, après je te lance, c'est parce que Datascope mesure les arrêts pour cause psychique, donc dans les entreprises clientes. Voilà, vous m'entendez? Ok. Oui, donc en fait, aujourd'hui, les entreprises ont d'une part un outil de saisie des données, de transmission des données sociales qui s'appelle la DSN. Et par ailleurs, nous, en tant qu'organisme, AXA, en tant qu'organisme assureur, reçoit les arrêts de travail des salariés assurés en prévoyance, ce qui permet, et lorsqu'il y a les rubriques sont renseignées dans les grandes lignes pour connaître la cause de l'arrêt de travail par grande catégorie, j'insiste. En fait, si on rapproche les données, bien sûr, en les anonymisant, ça permet de savoir quelles sont les causes des arrêts de travail et ça permet du coup aux entreprises, quand on leur fait un retour, lorsque c'est possible, si le volume est suffisant, encore une fois, pour respecter la confidentialité des données, ça permet à l'entreprise de se situer par rapport à son secteur d'activité et voir s'il y a quelque chose qu'elle a loupé et qu'elle devrait faire en plus. Ça lui permet de voir aussi au sein de, si elle a une même activité sur plusieurs sites, de voir quels seraient les sites sur lesquels il y a peut-être quelque chose à renforcer, s'il y a plusieurs programmes de prévention, mais qu'il faut insister plus sur une des dimensions par rapport à un autre site, ou revoir une organisation du travail, reformer des managers, etc. etc. Donc le Datascope, dont je vous mettrai le lien dans le chat. Le Datascope, c'est le résultat consolidé au niveau national de toutes les entreprises assurées par AXA. Et ce que l'entreprise peut avoir, ce qu'elle nous demande, c'est d'avoir le Data Map, qui est un outil à la main de l'entreprise. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font, il faut encore une fois un certain volume. Le Data Map va lui permettre de suivre directement ses résultats et au mois le mois. Et donc, parce qu'on voit bien que quand on a présenté, on a fait des interventions avec Fabienne Casal, notamment, que vous avez vu dans un de ces webinaires, et Ivero, lorsqu'on a présenté cet outil dans des réunions syndicales ou avec des DRH, en fait, ce qui nous revient à chaque fois, c'est ce qui est intéressant, c'est la rapidité de l'information, sa régularité, sa fréquence, et le fait que
le fait que ça va venir appuyer le dialogue social. Souvent, en CSE, en CSST, vous allez dire le ressenti que vous avez de l'état des troupes, les difficultés qu'il y a. Et le fait d'avoir un indicateur qui vient factualiser la situation, ça va faire un point d'appui pour renforcer la prise en charge de ce sujet dans le dialogue social. Voilà, donc je vous mets juste je ne veux pas en parler plus parce que éventuellement, si vous voulez, dans le mail qu'on vous enverra après cette intervention, je vais vous mettre le lien du webinaire qu'on avait fait avec Miroir Social sur la présentation du Datascope. Et surtout, suivez les résultats. Le baromètre 2025 va sortir au printemps 2025. Et c'est intéressant de voir selon des catégories de population, selon l'âge, selon les métiers, selon les régions même, les différences qu'il peut y avoir et observer les tendances dans le temps. Voilà. Après, voilà, il faut rester modeste, c'est un outil parmi d'autres pour mieux se saisir du sujet et qui, encore une fois, vient juste compléter vos perceptions, acteurs du dialogue social, vos perceptions du terrain. Rodolphe, on ne t'entend pas, il faut remettre ton micro. Ah oui, excusez-moi, merci. Merci du rappel. Alors, Anne-Michel, tu as été à l'écoute, tu as entendu. Écoute, à toi la parole. J'espère qu'on va récupérer aussi Emmanuel. Mais en attendant, à toi, enfin, sans plus attendre, pas en attendant, à toi la parole. Donc, en tant que médecin du travail, toi, tu es syndicaliste. Il y avait une question, si tu veux y répondre, sur la différence entre dépression et burn-out, mais peut-être, je voudrais te lancer quand même, mais ça, si tu veux y répondre, il n'y a pas de problème. Mais déjà, en préambule, moi, je voulais te lancer sur la question de la charge de travail. Tu me disais en préalable que toi, tu notais une intensification, une densification, pour reprendre ton terme, de la charge de travail actuelle, de façon globale, et que normalement, pour toi, une organisation saine du travail devait permettre de gérer les aléas de la vie à un salarié sans qu'il y ait besoin de réguler, que le management, et que cette densification du travail ne permettait plus actuellement de gérer les aléas extra-pro de la vie et a fortiori les incidences liées clairement aux conditions de travail. À toi. À ton micro. Bonjour à tous. Alors évidemment, le sujet est... Oui. Bonjour à tous. Évidemment, ce sujet est très... On m'entend pas? Si, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Bon, bonjour à tous. Effectivement, ce sujet est très vaste. En tant que médecin du travail et en tant que CFE-CGC, nous sommes vraiment au cœur des problématiques d'organisation de travail et de risques psychosociaux. Je vais vous parler donc de mutations du travail. Je vais faire un petit point sur les mutations que a introduit Rodolphe sur la densification du travail, pour ensuite vous parler du manager, le manager qui a été mis à mal, qui a été très sollicité pendant la période du Covid avec le télétravail et qui a conduit la CFE-CGC à travailler sur ce manager et à proposer un site sur mieux télétravailler. Et en tant que médecin du travail, je vais insister, et moi, je vais faire une différence. Je vais bien m'exprimer d'un côté en tant que risques psychosociaux, risques au travail, et de l'autre côté, les pathologies psychiatriques, la psychiatrie et ce lien entre les deux. La question du burn-out et de la dépression, effectivement, sera abordée parce que le burn-out, c'est le travail, mais c'est aussi une expression. Donc oui, je vais vous parler de cela. Alors, le premier point, c'est la densification du travail. Effectivement, avec Rodolphe, j'ai évoqué ce sujet, qui est une évolution qui est constante vers une densification du travail. Il y a de plus en plus de charges de travail, de charges mentales de travail. À la suite des fusions, à la suite des rachats d'entreprises, à la suite des interventions de consultants, eh bien, c'est sur l'humain qu'on fait des économies. On diminue les salariés. Et les salariés, quand il y a moins de salariés, il y a plus de charges de travail. On diminue les salariés, puis on rationalise leur travail. C'est-à-dire qu'on décide pour eux de ce qu'ils doivent faire exactement, dans un but, évidemment, de gagner du temps. Mais ce temps est supprimé
il est comprimé. Et qu'est-ce que l'on ne fait plus? On ne dialogue plus avec les salariés, on ne dialogue plus du travail, de comment faire le travail avec les salariés. On n'a plus de réflexion de comment s'organiser dans le travail parce que ça vient d'en haut, ça vient du consultant. Les salariés, le soutien des salariés en difficulté, on n'a plus vraiment le temps. La formation des nouveaux, bref, tout cela crée des risques pour la santé mentale. Et cette productivité constante fait que, en plus, on a beau théoriser sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, si le travail est très très dense, eh bien, comment allons-nous gérer cette vie professionnelle? Vous citiez les représentants des salariés qui prenaient sur leur temps de personnel pour répondre aux questions, pour répondre aux salariés. Si tout le temps est utilisé pour du temps de travail, pour du temps qui n'est pas du temps personnel, ben, le jour où il se passe quelque chose, eh bien, on n'a plus de temps pour régler un problème de santé personnelle, un problème d'aléa de la vie de ses enfants, de ses parents, etc. Donc, cette productivité est un problème. Cette augmentation de la productivité, cette densification est un problème et qui se retrouve dans le travail des cadres que j'ai voulu aborder ici parce que suite à la situation de télétravail dans l'épisode du Covid, en tant que CFE-CGC, donc on a souligné cette densification du travail des cadres qui ont été mises à mal, qui ont été très sollicités, qui se sont trouvés devant des situations inédites. Donc, le manager, et ça a été cité, on lui demande de tout faire actuellement. On lui demande d'intégrer le handicap mental, le handicap physique, d'intégrer les 10 dyscalculie, 10 dyspraxiques, 10. On lui demande de veiller à la non-discrimination, de genre, de race. On lui demande d'être attentif aux violences ou harcèlement. On lui demande d'agir sur la santé mentale et les facteurs de RPS que l'on va aborder. Et les études montrent que l'encadrement français est mauvais. En plus, on nous dit que nous devons tout faire, mais en plus, on le fait mal. C'est-à-dire qu'on reproche à l'encadrement français en comparaison, en parangonnage avec d'autres pays, que le dialogue avec les salariés n'est pas bon, qu'il y a un manque d'autonomie, qu'il y a un manque de reconnaissance. Donc, cette densification du travail empêche en plus de faire un bon travail de management. Pour nous, donc ce manager mis à mal, qui doit s'occuper de santé mentale, et il doit s'occuper de deux façons de voir, d'appréhender cette santé mentale. Donc, je voulais faire le focus sur les facteurs de risque professionnel et la santé mentale en tant que pathologie. Par rapport au travail, je voudrais, par rapport à ces facteurs, quand vous avez du bruit dans l'entreprise, le bruit dans l'entreprise, il est supérieur à 80 décibels, eh bien, on doit s'occuper du bruit parce qu'il va risquer de donner une pathologie qui est la surdité. Avec le bruit, on ne va pas s'intéresser à savoir si vous êtes sourd, si vous écoutez de la musique, si vous faites de la chasse, si vous faites du clairon en fanfare. On ne va pas s'occuper de ça. On va s'occuper de faire diminuer le bruit dans l'entreprise en dessous des 80 décibels qui sont toxiques. Eh bien, dans l'entreprise, ce que l'on demande, et on le demande aux managers, on le demande au top management. On demande au top management d'appréhender les 6 facteurs, les 6 exigences de travail qui ont bien été décrites par Golac, d'appréhender ces exigences de travail, ces exigences émotionnelles, l'autonomie, les relations sociales, les conflits de valeurs et l'insécurité au travail. Tout ça, des facteurs de risque, s'ils sont présents, amènent à des pathologies du travail. Donc, ces facteurs de risque, il faut les étudier, il faut obligatoirement les prendre en compte dans le DUR, et depuis 2002, on demande à l'employeur qu'il appréhende ces facteurs de risque et qu'il les évalue pour faire de la prévention.
Donc, la prévention de ces 6 facteurs de risque, elle est aussi essentielle que la prévention du bruit dans l'entreprise ou que la prévention de la manutention, de l'aide à la manutention pour le mal de dos. Comment faire? Donc, on travaille sur, parce que ces facteurs de risque, ils vont entraîner des pathologies. Ils entraînent quoi comme pathologie? Ils entraînent des pathologies de stress, des pathologies d'anxiété, des pathologies de dépression, de stress post-traumatique et de burn-out. Donc, pour vous dire que oui, c'est reconnu par l'assurance maladie. En 2022, il y a eu 1800 maladies déclarées en maladies professionnelles pour des maladies psychiques, donc des maladies psychiques reconnues comme étant complètement en rapport avec le travail. Alors, pour vous faire donc ces pathologies sont complètement liées au travail et la définition du burn-out, la définition de l'ANACT, de l'INRS, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. On ne parle pas de personnel. Maslach, c'est elle qui a théorisé sur le burn-out. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Le burn-out peut toucher tout le monde. Ce n'est pas l'expression d'une pathologie individuelle ni d'une fragilité personnelle, mais une réponse à la présence prolongée de stresseurs émotionnels et interpersonnels dans le cadre du travail. » Donc, il y a des pathologies qui sont dues au travail, comme est la surdité due au bruit du travail. Bien sûr, il y a des sensibilités individuelles, comme le canari dans la mine. C'est-à-dire que les mineurs descendaient à la mine avec un canari dans une petite cage, parce que le canari, avec ses petits poumons, était le premier à être atteint par les gaz et à mourir devant les gaz qui commençaient à venir. Et quand le canari mourait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les mineurs devaient sortir de la mine. Eh bien, le premier, quand on a des épisodes de burn-out au travail, quand on a des épisodes d'arrêt de travail récurrents en rapport avec un épuisement au travail, eh bien, ça veut dire que peut-être qu'on a une sensibilité plus de sensibilité à ces sujets, mais ça veut dire surtout qu'il y a des facteurs de risque au travail sur lesquels on peut jouer et que si vous êtes le premier, mais il va y en avoir d'autres. Alors, avant qu'il y ait d'autres, eh bien, c'est bien, on s'occupe des facteurs de risque au travail. Donc, pour nous, CFECG, c'est les facteurs de risque au travail, l'organisationnel du travail, notamment quand il y a des fusions. Ça a été dans la loi de 2021 où on a dit que la santé au travail, les médecins du travail, les services de santé au travail s'occupaient des salariés dans les cas de réorganisation, parce que c'est quand même ciblé comme des moments qui sont tendus pour la santé mentale. Donc, vraiment, cette question d'organisation du travail doit être traitée dans l'entreprise, indépendamment de maladies, d'arrêts, elle doit être traitée et effectivement, elle entraîne certaines maladies. Et à côté de ça, effectivement, il y a le manager qui doit gérer ses salariés, qui doit être attentif à ses salariés parce que il faut mieux appréhender avant d'être en burn-out, il vaut mieux pouvoir discuter de la charge de travail et puis repérer quelqu'un qui ne va pas bien, bien sûr. Mais dans ces pathologies, le manager doit, doit s'occuper aussi bien des pathologies qui vont être induites par le travail, mais aussi des pathologies que le salarié a intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il peut être reconnu travailleur handicapé parce qu'il a une dépression, un syndrome bipolaire, il peut être schizophrène et travailler, il peut être autiste et travailler, et effectivement, c'est des salariés auxquels il faudra porter une attention particulière parce qu'une psychose, elle peut décompenser, une psychose hallucinatoire, elle peut décompenser, parce qu'une dépression bipolaire, elle peut aussi, en fonction de situations
décompensé aussi. Donc, le manager va avoir à prendre en compte tout cela. Mais quelles sont ses ressources pour prendre cela en compte? Eh bien, en tant que médecin, je trouve ça extrêmement compliqué pour un manager de faire un diagnostic. Et puis, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'essayer à faire des diagnostics alors qu'on peut vraiment se tromper. C'est-à-dire qu'en faisant n'importe quel webinaire, faire la différence entre la psychose, le bipolaire, la dépression réactionnelle, les addictions aussi, qui peuvent brouiller les pistes, eh bien, c'est très difficile pour le manager. C'est très difficile. Donc, il ne faut pas se tromper et effectivement, les ressources du médecin du travail sont des ressources essentielles. Parce que, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire comment gérer cette personne en disant, il ne va pas vous donner la pathologie, c'est impossible par rapport au secret médical de vous parler de dépression, de vous parler. Donc, il va vous dire, ce salarié a besoin de, c'est-à-dire un salarié schizophrène, un salarié autiste, il a besoin de régularité dans le travail. Il ne faut pas lui demander de faire des choses qui soient nouvelles, il ne faut pas changer son environnement de travail. Donc, il faut que ça soit très régulier. Les personnes qui sont dyslexiques, elles ont besoin d'un environnement de travail, ou qui ont des troubles de l'attention, elles ont besoin d'avoir un environnement serein. Elles peuvent être, l'environnement ne peut pas être un open space avec beaucoup de bruit parce qu'elles vont avoir extrêmement de mal à se concentrer. Donc, notre travail, ça va être de dire au manager, la personne que vous avez ne va pas bien peut-être, de quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'un environnement calme, donc si vous pouvez lui donner 2 jours ou 3 jours de télétravail, c'est bien pour elle. La personne qui est autiste a besoin de régularité, donc je ne vais pas lui parler d'autisme, mais je vais lui dire elle a besoin d'une régularité du travail et il faut lui expliquer de façon extrêmement précise toutes les tâches qu'elle doit faire. Et pas de second degré. Il y a des pathologies psychiatriques qui ne comprennent absolument pas le second degré. Donc, de tout ça, le manager est un point central, mais le manager est aussi quelqu'un qui va avoir des directives de son top manager, qui va aussi avoir des problématiques de burn-out, de stress, d'anxiété dues à ses conditions de travail, et qui va aussi être devoir gérer les salariés sur lesquels il a une autorité pour leur donner les meilleures conditions de travail qui soient. Donc, voilà, c'est quelque chose de complexe et la CFE-CGC, dans ce contexte, a fait un site mieux télétravaillé pour que le manager se questionne pour faire progresser le management, pour faire progresser la compréhension du management, en faisant comprendre quelles sont les meilleures façons de dialoguer, de prendre en compte l'autonomie, de faire confiance, toutes les choses qui manquent au management français. Et on espère que cela fera progresser la compréhension du management. Merci. Voilà j'ai mis la notification. Normalement, la notification apparaît là, avec le lien vers le site pour faire commencer son diagnostic. Anne-Michel, avant de passer la parole à Emmanuel et peut-être à Géraldine, si Géraldine, tu veux rebondir, mais en consultation, toi, en tant que médecin du travail, comment s'exprime on parle de santé mentale depuis tout à l'heure, c'est le sujet de ce matin. Comment ça s'exprime? Et tu le disais, le manager, est-ce que quelle est la part des… Parce que tu notais, c'est un point, oui, c'est quand même le point important, c'est l'augmentation des visites à la demande des salariés, puisque les visites périodiques, maintenant, c'est 5 ans, donc maintenant, c'est quand même, ça se passe, c'est la visite spontanée à la demande du salarié ou de l'employeur, mais quand on parle de visite à la demande des salariés de son médecin du travail, en quoi ça recouvre de plus en plus souvent la santé mentale? Eh bien, c'est-à-dire que maintenant que les visites se sont espacées tous les 5 ans, on ressent le besoin pour les managers, pour les salariés, de venir exprimer un moment de mal-être au travail. Donc, soit on reçoit des salariés avec des visites à la demande du salarié et on va essayer de démêler ce qui revient
justement du personnel et par exemple d'un traitement qui n'est pas suivi ou d'une non prise en compte d'une pathologie, à ce qui relève du travail. Et ce qui relève du travail charge à nous d'aller faire un signalement à l'employeur, d'aller faire en CSSCT, en CSE, de pouvoir parler de ces risques au travail et de pouvoir agir sur ce travail. Attends, redis-moi la question, c'était… Non, ouais, non, mais et la part peut-être donc liée au travail, et en quoi il y a aussi, et ça se mélange aussi, ou ça s'imbrique, où il y a la notion de perso. Oui, et l'employeur a recours souvent au médecin du travail parce que justement, il n'est pas à même de pouvoir faire, et c'est dangereux pour lui de s'essayer à faire un diagnostic psychiatrique, il doit être conseillé, et souvent les visites à la demande de l'employeur, c'est pour que l'on puisse donner un conseil en ne révélant pas une pathologie, parce que c'est quand même problématique. Vous parlez que le salarié, on doit lever le tabou, mais pour moi, je pense que c'est dangereux de trop s'exprimer en tant que salarié auprès de son manager, de trop s'exprimer sur sa situation personnelle, sur ses pathologies, parfois que l'on ne maîtrise pas peut-être complètement et qu'on ne va pas bien exprimer, parce que à tout moment, il peut se passer quelque chose dans l'entreprise, il peut y avoir un plan de licenciement, il peut y avoir… Bon, donc, et on peut et puis ses collègues, on peut s'en servir pour d'autres choses, pour d'autres volontés personnelles de réussite. Donc, tout dire dans le cadre de l'entreprise, pour moi, c'est dangereux. Il faut respecter le secret médical, il faut donner des informations sur ce qu'on est capable de faire, pas capable de faire, et c'est là où le manager, l'employeur a besoin d'avoir une vision un peu éclairée sur le sujet. Lorsque l'on donne, j'ai vu passer dans le chat la question, les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail doivent être appliqués. Oui, ils doivent être appliqués. Mais si ces aménagements de poste sont importants, sont indispensables, et que l'employeur ne peut pas y répondre, il y a un risque pour le salarié qu'on lui dise que son travail n'est pas adapté, et il y a un risque de licenciement. Donc oui, notre travail, c'est de voir avec le salarié en visite qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'on va proposer comme aménagement, de discuter avec l'employeur, de voir les aménagements qui sont possibles, de revenir vers le salarié, de lui dire, à mon sens, tels aménagements sont possibles. Et attention, si vous avez besoin de télétravail à 100%, comme j'ai vu des médecins traitants préconiser du télétravail à 100% de durée indéterminée, oui, là, l'employeur, il peut se poser la question d'un licenciement. Donc, c'est des choses qui sont délicates, que l'on ne peut faire que en donnant une information bien comprise aux salariés, qui est vraiment, et qu'il adhère, qu'il comprenne bien les enjeux, et on est là pour lui expliquer tout ça. Alors, y a-t-il une utilité à signaler par contre, le temps tourne. Michel, je t'invite à répondre par écrit, parce que là, le temps tourne et je ne voudrais pas me laisser dépasser par le temps. Emmanuel doit s'exprimer. C'est bon pour toi, si tu penses? Ouais, sinon, non, mais vous voyez, y a-t-il utilité à signaler un cas de RPS? Oui, il y a utilité. Plus on a de cas, plus on pourra faire une alerte collective. Si on a un cas, c'est compliqué de signaler, sauf si la personne nous en donne l'autorisation. Mais si on a plusieurs cas, eh bien, on fait un signalement, on fait une alerte. Oui, il y a un intérêt, bien sûr. OK. Merci à toi. Peut-être, Géraldine, tu veux… Hop, je confirme. Tac. On a perdu Emmanuel. Alors, hop, mince, super. Oui, peut-être pour rebondir, et je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que Anne-Michel a dit. Peut-être une idée forte qu'il faudrait retenir, c'est ce que j'appelle le syndrome du super-héros. Donc attention, pour vous en particulier, au syndrome du super-héros et à ces premières lignes ou ces deuxièmes lignes dans l'entreprise qui vont être plus attentives, bienveillantes, réceptives au sujet de santé mentale.
vous n'êtes pas des professionnels de la santé mentale, donc je vous engage à vous former. Donc, soit dans des dispositifs comme celui qu'on vous a montré, il y a les premiers secours en santé mentale qui sont 2 jours de formation pour des publics ciblés, mais vous n'êtes pas des professionnels et je ne peux que concourir à ce que disait Anne-Michel. Il y a des professionnels de la santé en entreprise par la médecine du travail. Il peut y avoir l'assistante sociale vers qui vous pouvez renvoyer, qui est formée, et qui est un secret médical aussi. Donc oui, pour préserver le cadre de responsabilité, il faut créer dans l'entreprise ce réseau d'écoute et d'orientation, mais l'orientation est absolument fondamentale et c'est pour ça que c'est toujours important de redire quels sont les liens utiles dans l'entreprise, les liens, les référents, parce qu'on a un enjeu de détection et d'orientation. Je vois qu'il m'est arrivé. Merci à toi. Moi, je me permets une petite promo. Je vous ai fait une notification parce que Miroir Social, c'est quand même avant tout un média qui produit de l'information. Et là, je vous fais une promo. Alors, c'est sur abonnement. Mais voilà, on parle de RPS. Voilà, des idées il y a des entreprises qui innovent. Et voilà, chez Thales Défense, une partie de Thales où il y a des commissions RPS qui ont été en place dans le cadre des CSE pour assurer vraiment le suivi individuel des salariés qui sont en risque de rupture. Voilà, initiative à suivre. Emmanuel, à toi la parole. Donc, tu as pu entendre pas mal de choses. Ouais. Est-ce que vous... Parce que moi, je vous entends et je vous vois, mais apparemment, il y avait des moments où vous ne me voyez pas, mais j'ai bien pu suivre tout ce qui a été dit. Donc, effectivement... Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Je te lance. Vas-y. Donc, moi, je fais partie de l'UGIC, l'Union Générale des Ingénieurs, cadres techniciens de la CGT et agents de maîtrise. Donc, en fait, oui, ce que je voulais beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas le répéter. Juste quand même quelques chiffres qui concernent effectivement le personnel d'encadrement, c'est ce qui a été dit. Il y a une récente étude APEC qui a quand même sorti qu'un cadre sur deux, je répète, a un sentiment régulier ou occasionnel d'épuisement professionnel. 54% des cadres ressentent souvent ou occasionnellement un niveau de stress intense qui effectivement génère après ce que vous avez dit qui est le burn-out. Après, moi, je voudrais juste recentrer un petit peu tout ce qui vient être dit sur on peut essayer de chercher des raisons qui peuvent être personnelles sur une situation de burn-out ou trouver aussi des aides extérieures. Mais je pense qu'il faut quand même recentrer sur le fait que, comme vous le savez, l'employeur a une responsabilité. C'est l'article L 4121-1 du Code du travail, une responsabilité de maintenir, comme ça qu'on peut le traduire, la santé et la sécurité des salariés. Et quand on parle de santé, c'est la santé psychique et mentale aussi. Donc en fait, je pense que nous, notre rôle dans les entreprises, c'est de remettre l'église au milieu du village et de dire qu'il y a peut-être des problèmes personnels, mais l'organisation de l'entreprise, nous, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs RPS, on choisit plutôt le terme de risque socio-organisationnel, de voir que même si vous avez des problèmes personnels dans l'entreprise, l'organisation effectivement doit s'adapter. Ce n'est pas à l'encadrant de s'adapter à l'organisation. On a parlé des problèmes pour un encadrant de détecter les signaux faibles des salariés. Et effectivement, ça fait partie parce qu'il est responsable de l'organisation, donc c'est quand même assez terrible. Donc ça fait partie de ces tâches et c'est très compliqué. Mais il faut aussi penser à lui-même du coup. Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire reconnaître la notion de pénibilité au travail des encadrants. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un angle mort d'ailleurs d'aider du RP, document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est que la pénibilité, on la connaît pour le travail, on va dire de manutention, on sait ce que sont que les charges lourdes, on sait ce que c'est qu'un travail pénible de nuit, mais la pénibilité de l'encadrant qui est surtout due donc au fait d'avoir un travail de surveillance ou un travail de relationnel et toute cette pénibilité, toute cette charge de travail ou cette intensité parce qu'il a une délégation de pouvoir, donc de responsabilité, est très peu reconnue. Donc ça, c'est, je pense que pour faire rapidement, nous,
volonté, c'est de travailler à 2 niveaux. Dans l'entreprise, faire reconnaître cette pénibilité, donc revoir les DURP pour vraiment évaluer le risque professionnel. Et on a bien sûr aussi, comme pour les accidents de travail et comme pour tous les salariés, il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a plus de CHSCT et que c'est quand même un énorme problème pour détecter, pour pouvoir agir sur la santé et la qualité de vie au travail. Donc, on a en interne un travail à faire de détection, de mise à jour des DURP, de pouvoir responsabiliser l'employeur dans l'entreprise, mais au niveau national aussi, on a un travail à faire, c'est aussi de faire rétablir, de retrouver des droits qu'on a perdus, et notamment cette instance du CHSCT qui permettait de faire des vraies enquêtes, de réellement intervenir et qui avait un vrai poids par rapport à l'employeur. Donc nous, c'est surtout sur ces volets-là qu'on veut travailler. On a produit aussi à l'UGIC, parce qu'on travaille depuis longtemps sur aussi la qualité de vie au travail. Depuis 2014, on a produit une application qualité de vie au travail et numérique, dans laquelle vous pouvez trouver, et je pourrais vous l'envoyer, mais le problème c'est que là il faudra, Rodolphe, que tu donnes mon adresse mail, je pense, parce que j'ai pas vraiment l'accès au chat, des questionnaires courts qui permettent d'évaluer, pour voir le manager à peu près dans quelle situation il se situe au niveau du travail. Est-ce qu'il est dans une situation de travail protecteur pour lui, dangereux ou à risque? Et en fait, c'est un code couleur, hein, donc vous répondez à des questions. C'est basé par rapport les modèles de Karasek et Sigrist, hein, qui sont quand même des études épidémiologiques qui font référence, hein, et qui permettent d'évaluer les contraintes psychosociales de l'environnement de travail. Donc nous, ce que ça permet de évaluer, c'est le niveau d'exigence que vous avez au travail, d'autonomie, de soutien ou de reconnaissance. Et ça, vous pouvez tout à fait, je parle peut-être aux responsables syndicaux qui sont aujourd'hui à l'écoute, que vous pouvez, un questionnaire que vous pouvez diffuser dans l'entreprise, et ça permet de vraiment évaluer où est-ce qu'on en est, notamment par rapport au risque de burn-out et d'épuisement professionnel. J'ai mis le lien. Il y a un enjeu aussi. Super. Il y a un enjeu qui est aussi important, évidemment. Hein, je reviens quand même sur le burn-out, puisque bon, dans la population d'encadrement, c'est quand même très, très, très majoritaire comme situation de pénibilité et de conséquences d'un mal travail. C'est que l'OIT reconnaît le burn-out comme, depuis 2019, de mémoire, comme issus d'un problème lié au travail, d'accord, mais on gagne encore, les salariés gagnent au prud'homme le fait de reconnaître que leur burn-out est vraiment lié au travail et donc une maladie professionnelle, mais on est encore sur hors tableau maladie professionnelle. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'ancrer le burn-out, l'épuisement professionnel comme une vraie maladie professionnelle pour tout le déroulement de carrière et surtout les indemnisations si vous êtes en arrêt de travail, un accident de travail dû à une situation liée au burn-out. Donc il y a quand même un gros travail à faire là-dessus. Puis je finirai surtout, c'est que de toute façon tout ça est surtout dû, une chose dont on ne parle pas, je pense, suffisamment, c'est qu'il y a on l'a dit, hein, il y a une intensification du travail, mais d'où vient cette intensification du travail? Le manque de moyens, le manque de ressources, le fait que les salariés ne sont pas remplacés quand, par exemple, ils partent à la retraite. Il y a une volonté de réduire les effectifs qui donc fait peser sur les salariés une double charge de travail, et aussi parce qu'il y a une dévalorisation finalement du travail, hein, c'est-à-dire qu'on en demande beaucoup plus avec moins de moyens, avec une injonction à la productivité, et donc du coup c'est beaucoup plus général, et il y a peut-être des questions à se poser sur aujourd'hui ces obligations, ces exigences dues à nos employeurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause ça réellement? D'autant plus que la poussée à la productivité, parce que c'est ça derrière, hein, dans le fond, on sait très bien aussi que c'est complètement contre-productif pour le coup par rapport à l'environnement. Donc il y a en fait, en règle générale, si on voit de façon plus large, une question à se poser sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le travail? On sait déjà qu'il est mal rémunéré, mais quand en plus il est sujet à avoir un malade, et là je vous ai perdu. Non, c'est bon. Là, effectivement, on t'a perdu là. Mince.
Mince, 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 parce que moi j'avais une relance à faire. Emmanuel, allô, allô? Bon. Parce que moi je voulais. Bon, on va. Est-ce que Emmanuel. Bon, elle va revenir. Euh, Moi j'avais la question quand même parce que ouverte, hein, parce que l'UJ de CGT, mais je pense que c'est pareil pour tous les syndicats, se sont mobilisés par exemple sur les violences conjugales, la prise en compte dans le monde de l'entreprise des violences conjugales et les incidences que ça avait. On ne peut pas nier que ça a des incidences psychologiques, hein, sur les salariés qui sont concernés. Il y a la problématique des salariés aidants. Oui. Ce sont des problématiques qui sont également portées par les organisations syndicales. Alors, j'entends très bien là, ce que Anne-Michel et Emmanuel disent sur l'intensification, la densification du travail. Maintenant, ces sujets salariés dans les violences conjugales et d'autres sujets qui sont, on va dire, là clairement extra-professionnels, on peut pas les sortir. C'est comment on a actuellement, au moment où on se parle, l'entreprise est en capacité, et la question a été posée par Anne-Michel et également Emmanuel, le management de proximité, comment il est capable, en capacité d'y répondre, comment les salariés sont capables d'appréhender ça. Donc peut-être Géraldine. Oui, et je voudrais citer dans cette liste, on n'a pas parlé addiction, isolement et addiction aux écrans notamment, et notamment chez les jeunes. Les jeunes qui sont rentrés sur le monde du travail, qui n'ont pas pu être intégrés de la même manière, hein, à cause du Covid et à cause des nouvelles pratiques. Donc moi, c'était un des points en intro qui est que il y a le monde du travail qui s'accélère, mais il y a aussi des risques bien systémiques, hein, des risques sociaux qu'il faut prendre en compte. Et peut-être, je ne sais pas si ce sera un des mots de la fin, mais nous, ce qu'on pousse, c'est que dans tous les cas, il faut s'équiper personnellement. Il y a le poids du collectif, mais il y a le poids aussi du personnel, et qu'il y a des choses vraiment de base pour faire des facteurs de protection. Et des choses toutes bêtes comme avoir des relations sociales. On sait que si on est isolé à la fois en télétravail, mais isolé parce qu'on va moins bien, on va s'isoler de son milieu familial, de son milieu amical, associatif. Et donc, on sait que un des facteurs de protection, c'est le lien social, c'est d'être engagé dans la société. Un deuxième facteur, je ne pourrais pas ne pas parler de santé physique. Avoir une activité physique, qu'elle soit faire du jardinage, faire un peu de marche sans aller faire un marathon, c'est un facteur de protection. Et sans même vous parler de yoga méditation, parce que chacun trouvera la bonne technique, mais il faut ce qu'on appelle l'hygiène de vie. C'est difficile à faire, mais ce sera ça, les meilleurs facteurs de protection. Un peu d'activité, du sommeil, faire attention à son sommeil et avoir un lien social. Ça peut paraître très basique, mais ça sera par rapport à un contexte qu'on ne pourra pas maîtriser. Vous êtes en tant que représentant des salariés, vous pouvez agir sur le contexte économique de votre société. Vous ne pourrez pas agir sur le contexte macroéconomique. Et donc, c'est pour ça que nous, on pousse le message qu'il faut dans tous les cas que tout un chacun puisse s'équiper personnellement sur des facteurs de protection. Entendu. Moi, je me permets de rebondir. Après, Anne-Michel, tu pourras aussi rebondir. Sophie, j'aimerais bien qu'on puisse récupérer Emmanuel. Emmanuel, n'hésite pas à me faire signe si tu m'entends par SMS et qu'on puisse essayer de voir. La question, parce que je pense que tout le monde, on peut être d'accord que quand même, tu le disais, Anne-Michel, le management français n'est pas au top. La santé au travail en France, de façon globale, elle n'est pas au top non plus dans les indicateurs globaux. Hein. On n'a pas de leçon à donner. Et pour autant, on a un cadre réglementaire assez contraint, et je pense peut-être plus contraint que dans d'autres pays.
Donc, il y a peut-être une forme de paradoxe ou alors une façon de, j'en sais rien, alors ça n'engage que moi, mais il y a une forme de paradoxe à avoir un cadre contraint qui est quand même très, très contraignant en apparence, enfin en théorique contraignant, avec effectivement une responsabilité de l'employeur, etc. Mais dans les faits, une situation qui est loin d'être satisfaisante et qui mérite de progresser. Donc, moi, en mot de conclusion, enfin, on arrive doucement à la fin, là, peut-être de vous lancer là-dessus, Anne-Michel, Géraldine, Sophie. Avant de parler, il ne faudra pas oublier, et Géraldine, d'en parler, parce que là, vous êtes principalement des personnes qui participent à ce direct. Vous représentez, à moins que je me trompe, mais principalement des grandes entreprises ou des grandes PME, des ETI, et le monde des PME. Et des PME, on ne le voit pas, alors que c'est une majorité des salariés qui travaillent dans ces entreprises-là. Et donc, là, c'est comment se pose la question de la santé mentale. Peut-être ça sera ton mot de conclusion, Géraldine, mais je pense que on ne peut pas faire l'impasse sur ce périmètre-là, enfin, si on peut parler de périmètre. Mais voilà. Moi, un peu sur ce décalage entre Anne-Michel, à toi. Alors, oui, ce décalage est présent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les seniors ne veulent partir à la retraite le plus vite possible. Les jeunes ne veulent pas rentrer au travail et les salariés, quand ils sont au travail, notamment les jeunes générations, font tout pour aller dans d'autres entreprises et ne restent pas au travail. On voit que les arrêts de travail sont en augmentation et c'est préoccupant. On voit que le turnover dans les entreprises est important. Et on voit que les entreprises ont des difficultés à recruter sur certains postes. Donc, tout ça mérite qu'on se pose quand même la question du travail en France. Pourquoi il y a ce désamour du travail, ce désamour du management, ce désamour de le sens du travail qui est perdu? Donc, c'est pour ça que l'on pousse à la QVCT, c'est-à-dire à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. On a dans la législation française, on a de moins en moins de temps de s'occuper des salariés, mais on nous demande d'avoir des entretiens avec les salariés qui travaillent en fait jour, on nous demande d'avoir des réunions sur les échanges sur le travail. Donc, tout ce qu'on ne fait pas, eh bien, on nous demande de le faire d'une manière obligatoire. Le DUR, on nous demande de prendre en compte les risques psychosociaux, de les évaluer et de les prévenir. Et il n'y a que 45% des DUR qui sont faits dans les entreprises françaises. Donc, on a un cadre contraint qui n'est pas appliqué et qui produit des problématiques sur le travail en France. Je finirai juste avec ce petit point. Nous aussi, en tant que CFE-CGC, la pénibilité au travail, la pénibilité psychosociale est quelque chose d'important. Et quand on regarde d'autres pays, elle est reconnue en Italie, elle est reconnue en Allemagne, elle est reconnue en Autriche. Enfin, d'autres pays ont déjà répondu à cette pénibilité psychosociale. Et nous, pour l'instant, la pénibilité, c'est 10 facteurs. Enfin, et encore, c'est le fonds de pénibilité, mais il n'y a pas la pénibilité psychosociale, alors que pour nous, elle vient remplacer beaucoup de pénibilités qui ont été améliorées. Ok, merci à toi. Géraldine, Sophie. Qui prend Excusez-moi, le temps que… Vas-y, Géraldine. Non, vas-y, Géraldine, peut-être un mot sur petite, grande entreprise. Il y a une vraie différence de moyens en général, bien sûr, mais en particulier sur les risques psychosociaux et la santé mentale. Les grandes entreprises ont quand même des ressources internes, réseau, RH, assistance sociale, médecine du travail, qui peut être même interne. On ne retrouve pas tout ça dans les petites entreprises. Et la question, c'est qu'une petite entreprise peut être rapidement influencée positivement comme négativement quand on parle de RPS et de sujets de santé mentale. Donc, il faut encore plus avoir de la vigilance et encore plus aller chercher l'aide qui n'est pas forcément au sein de l'entreprise pour une petite entreprise et qui sont, donc il y a dans tous les cas une médecine du travail qui va être interentreprise. Il faut aller chercher de l'aide à l'ANACT,
aux organismes qui sont peut-être pas, encore une fois, au sein de l'entreprise, mais il faut aller chercher de l'aide et avoir les bons canaux de détection qui est juste écouter, avoir un peu d'empathie pour relayer. Merci à toi, Géraldine. Sophie? Non, micro. Très rapidement, je pense que le sujet est quand même assez vaste et qu'on voit bien qu'il y a la question de quel dispositif on doit mettre en œuvre sur la prévention des risques psychosociaux et en même temps, comment on peut équiper le salarié pour qu'il ait conscience de son état, conscience de la nécessité de réagir. Le salarié ou le représentant du personnel ou même le DRH, en tout cas, la personne doit pouvoir avoir des informations sur à quel moment elle doit poser ses limites parce que c'est une difficulté de reconnaître ses limites, son impuissance, être face à ça. Donc, il y a à la fois, je crois, dans le webinaire qu'on a fait là, des informations qui ont été données qui relèvent des droits, des possibilités d'agir, des dispositifs qui peuvent être mis en place et aussi ce qui s'adresse à la personne sur ses limites et le moment où il faut demander de l'aide. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous avez mon email et je vais le remettre encore dans le chat dans les dernières secondes qui nous restent pour que vous puissiez recevoir toutes les ressources que nous mettons à votre disposition, les différents intervenants. Voilà, je les renverrai à ceux qui le demandent. Merci encore, Rodolphe. Je vais remettre en dernier, là, je vais remettre le... Là, vous pouvez télécharger la ressource, là, c'est la ressource là, qui vous a été présentée par Géraldine, vous pouvez la télécharger. En haut à droite, vous avez un petit nuage, là, téléchargement. Sinon, de toute façon, vous recevrez avec le compte-rendu. Écoutez, on arrive à la fin de notre live. C'est dommage que Emmanuel nous ait quittés. Écoutez, moi, en mot de conclusion, effectivement, moi, je veux bien croire que, enfin, c'est très bien qu'il y ait un cadre comme il existe en France et qui peut avancer, comme tu le disais, Anne-Michel, la reconnaissance, et comme le disait également Emmanuel, de reconnaître la pénibilité du manager liée au lien relationnel, au travail intellectuel, entre guillemets intellectuel, mais en tout cas reconnaître cette pénibilité-là et les risques induits, ça c'est effectivement qu'il faut avancer là-dessus. Mais je pense que, et c'était le sujet de notre positionnement ce matin, c'est que ça n'empêche pas et ça n'exclut pas, et loin de là, le côté de rendre le salarié acteur et le manager acteur. Et on peut y croire, alors c'est peut-être naïf, mais on peut y croire que à sensibiliser, à faire tilter les gens sur, comme tu le disais Sophie très justement, les limites, où est-ce que je me situe par rapport à ça, et pouvoir en parler avec qui de droit à l'externe, à l'intérieur, et en confiance surtout, ça peut permettre, et moi je veux bien y croire, que de rendre plus vivant le cadre qui nous est posé et qui mérite d'être avancé sur la responsabilité intrinsèque de l'employeur. Ça n'engage que moi, mais en tout cas, ce que je veux bien y croire, et je pense qu'il y a vraiment une articulation à jouer là-dessus. Et pour terminer, par rapport aux échanges, j'ai eu pas mal de rebonds sur la problématique, enfin, du moins sur la problématique de la surexposition des élus, des représentants du personnel à la santé mentale. Et c'est clair que Miroir Social va organiser, c'est en cours, un direct sur ce sujet-là. C'est un sujet en soi qui méritera d'être bien cadré. Mais en tout cas, c'est un sujet en soi qu'on n'a pas adressé ce matin. C'était pas la promesse. Et donc, voilà, à suivre sur Miroir Social. J'espère d'ici la fin de l'année. C'est pas gagné, mais en tout cas, ça sera en début 2025, ça c'est clair. Voilà, écoutez, merci à tout le monde dans la salle de votre participation, compte rendu à suivre. Et si vous avez encore un petit mot, n'hésitez pas, sinon on se souhaite une bonne journée. En tout cas, merci Anne-Michel. Tu nous as dit qu'à 30 piles, tu coupais, alors moi je dis plus rien. On est 31, donc. Bonne journée à tout le monde. Mais je pense que les messages sont passés. Merci Anne-Michel. Dommage pour Emmanuel Lavignac de l'UGIT. Mais qui nous entend, Emmanuel, elle nous entend. Hein. Tu peux la remercier. Je remercie, oui, bien sûr. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Dans les conditions du direct. Et de toute façon, à une prochaine. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vais couper à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de matinée. À bientôt. Je coupe.